concerne les droits des enfants handicapés. Donc un grand merci d'avoir sollicité les défenseurs et de m'avoir permis de venir vous présenter assez succinctement, mais parce qu'on pouvait en parler toute l'après-midi et aller dans les détails, mais c'était pas l'objectif de cette intervention. Donc un grand merci Madame Gros, Madame Barbedèche, et Monsieur Lockman de cette sollicitation. Alors l'idée pour cette petite demi-heure qu'on a de la présentation, ce sera de donner quelques éléments d'information sur le défenseur des droits, cette autorité indépendante, nos moyens d'action et puis ce qu'on peut faire en matière de droits de l'enfant et en matière de non-discrimination. Ensuite, on avait pensé que je pouvais vous faire un petit point sur les saisines qu'on avait aux défenseurs des droits en matière de droits de l'enfant, situation de handicap et plus particulièrement pour les droits des enfants 10. Et ensuite, effectivement, on va vouloir aller vers une expérience plus concrète où on a été jusqu'à l'application de certains des pouvoirs que sont la présentation d'observations en justice devant un tribunal administratif au soutien d'une famille, d'une jeune fille avec une dyslexie. Alors, vous le disiez, alors vous allez voir, j'ai fait un PowerPoint. La première partie, c'est la communication qu'il a faite, donc elle est très belle. La deuxième partie, ce sera moi. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc j'ai essayé de faire au maximum, mais ce sera peut-être pas toujours le plus beau PowerPoint du monde, disons. Alors, le défenseur des droits, quelques mots de présentation. C'est une autorité constitutionnelle indépendante. Constitutionnelle, ça veut dire que notre existence est prévue et protégée par la Constitution française, c'est l'article 71-1. Alors, le défenseur des droits a été créé par la révision constitutionnelle de 2008. Donc, il est assez ancien, on arrive presque aux 10 ans, sauf que la réelle existence réelle création a été en 2011, lorsque quatre autorités administratives indépendantes, ont été réunies. Donc, vous aviez la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, qui était aussi globalement assez bien connue sur la lutte contre la discrimination. Vous aviez la défenseur des enfants, qui serait un peu mon rattachement aujourd'hui. La défenseur des enfants a été créée en 2000. Vous aviez la CNDS, la Commission nationale de déontologie et sécurité, qui s'occupait plus particulièrement des problèmes liés avec les forces de l'ordre. Et vous aviez le médiateur de la République, qui était d'ailleurs la présidentielle des autorités indépendantes, et qui elle aussi était bien connue et bien repérée dans le paysage français. Donc en 2011, ces quatre autorités se réunissent sous l'appellation du défenseur des droits. En 2011, le défenseur des droits a été Dominique Baudis, qui a eu malheureusement un mandat écourté jusqu'en 2014, puisque le défenseur des droits a un mandat de 6 ans. Donc Dominique Baudis de 2011 à 2014, et depuis 2014, c'est Jacques Toubon qui est défenseur des droits. Alors ce défenseur des droits, il y a assez rapidement, mais il y a plusieurs adjoints qui reprennent finalement les anciennes autorités. Vous avez un adjoint en charge de la lutte contre les discriminations, qui est M. Patrick Goé, et que vous connaissez certainement pour son engagement depuis plus de 30 ans dans le champ du handicap. Madame Geneviève Avenard, qui est défenseur des enfants, et qui du coup vous remercie, vous salue aujourd'hui, et qui est mon rattachement à moi dans l'institution, et qui elle aussi a un rythme du champ du handicap et de la protection de l'enfance. Un adjoint en charge de la déontologie de la sécurité, et ensuite un autre adjoint en charge de la médiation avec les services publics. Alors de fait, du coup, le défenseur a 5 missions principales, c'est un petit peu jargonneux, mais les missions sont prévues par une loi organique. La loi organique prévoit 5 missions principales: la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le droit des usagers dans les relations avec les services publics, le respect de la déontologie de la sécurité, la défense de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant, qui du coup est la mission dont on va parler un petit peu plus précisément aujourd'hui, et puis une toute dernière action qui date de l'an dernier, qui est l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Donc, bon, 2 moyens d'action que sont les activités d'instruction, de protection, c'est ce qui est mon quotidien dans la semaine, puisque je traite des saisines. Donc, ce sont souvent des parents, mais la saisine est plus ouverte, qui alertent d'atteinte aux droits de leur enfant. Et donc, ces saisines arrivent au pôle droits de l'enfant où je me situe, qui traite à peu près 1200 saisines par an pour 8-9 juristes. Et on instruit ces situations pour savoir s'il n'y a eu pas une atteinte à un droit de l'enfant et prendre des conclusions et demander aux autorités concernées de modifier leurs pratiques
ce qu'elles font. Des activités de promotion, donc on peut porter des projets de réforme de législatifs réglementaires, mais aussi de présentation de différents travaux de l'institution, comme ça peut être par exemple le cas aujourd'hui. Alors je vous disais, mission défense et promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors quand on dit droit de l'enfant, c'est finalement assez récent. Et j'ai eu l'occasion de suivre l'année passée une classe de CM1, donc des enfants assez jeunes, pour les sensibiliser aux droits de l'enfant. L'enquête que le défenseur des droits a menée l'an dernier, qui s'est terminée en début d'année, sur la connaissance des droits, montre qu'en très très large majorité, il y a une méconnaissance de ce que sont les droits de l'enfant. Et j'ai eu l'occasion de le voir avec cette classe de CM1. Et je tenais à vous le dire parce que il suffit de remonter à l'étymologie de enfant. Enfant, c'est infant, ça veut dire sans parole. Donc, sans parole, comment quand on est sans parole, c'est pour défendre ses droits. Donc, c'est très important de diffuser cette connaissance des droits de l'enfant. Alors, les droits de l'enfant, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont protégés? On a un certain nombre de textes, alors ce qu'on appelle supranationaux, des textes internationaux, européens, et aussi des textes en droit français qui permettent de protéger les droits de l'enfant. Notre mandat à nous, notre champ d'action, notre grille de lecture de situation, on la tire dans la Convention internationale des droits de l'enfant. La Convention internationale, c'est une convention des Nations Unies qui date de 1989 et qui protège un ensemble de droits, mais qui aussi nous demande d'adopter un certain regard et une certaine approche des droits de l'enfant. Et c'est bien ça que je voulais vous dire, c'est que notre approche est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc l'intérêt supérieur de l'enfant, ça veut dire la protection de ses droits, mais c'est aussi assurer son développement et la satisfaction de ses besoins fondamentaux, qui peuvent être la protection, les besoins physiques, matériels, et qui sont aussi les besoins en termes d'attachement sécure, et ce qui passe notamment par un soutien aux parents. Je dis ça parce que dans le champ du handicap, c'est une question qui est déterminante. Suite à un diagnostic de handicap, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les parents face à ce diagnostic, ou en tout cas ce qui conduira à un diagnostic. Donc notre approche est bien celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est celle qu'on a dans les instructions. Bon, je passe un peu rapidement, hein, mais je suis assez général comme présentation, mais l'idée étant de vous dire qu'on existe, vous donner nos missions, nos pouvoirs, pour que vous puissiez nous saisir et qu'on puisse intervenir. Donc, mission lutte contre les discriminations, promotion de l'égalité, parce que ça va être aussi un des bouts de nos échanges aujourd'hui. Bon, la loi pénale, prohibe un certain nombre de situations de discrimination, plus précisément, on a un petit peu plus de 25, dont le handicap et l'état de santé. Alors, il y a souvent une différence, et c'est quelque chose que les parents me disent souvent dans les saisines. Mon enfant a été victime de discrimination. Donc, une grande partie de nos premiers échanges, de savoir, de faire l'état des lieux de la situation, et de savoir si ce qui est ressenti comme étant une discrimination peut être qualifié en droit juridiquement de discrimination. Et c'est vrai qu'il y a parfois un écart entre ce qui est ressenti comme la discrimination, une atteinte au droit, et ce qui est juridiquement dans le monde du droit, ce qui peut être qualifié de discrimination ou d'atteinte à un droit. Donc, on a une partie d'explication de ce que sont les textes juridiques et la discrimination. Une dimension importante qui a été longuement évoquée ce matin, et je vous en remercie, qui sont les questions d'accès au droit et d'égalité d'accès au droit, surtout pour des familles qui peuvent présenter des vulnérabilités multiples. Vous l'avez dit ce matin dans la présentation du renoncement aux soins en matière orthophonique, mais effectivement, il faut que les droits de toutes les personnes, et notamment dans des familles vulnérables économiquement, puissent avoir connaissance des droits pour pouvoir accéder aux droits et pour pouvoir défendre adéquatement leurs droits. Et malheureusement, on se rend compte que très souvent, les familles qui sont les plus vulnérables, et on l'a vu encore ce matin pour l'accès aux soins, sont aussi les personnes qui vont peut-être pas avoir la préoccupation première de défendre leurs droits et d'une intervention. Donc l'idée étant de permettre un accès égal aux droits fondamentaux et notamment aux droits fondamentaux de l'enfant. Alors un point pour vous dire que la saisine du défenseur des droits, elle se fait sur Internet. On a une page, vous pouvez aller sur Google pour taper saisine du défenseur des droits. Vous allez voir, il y a un formulaire informatique qui se remplit assez bien. Et vous dire aussi, ça c'est important, vous pouvez nous saisir par courrier et que la saisine du défenseur des droits est gratuite.
Donc vous n'avez pas besoin d'affranchir le courrier. Je dis ça parce que quand vous avez besoin de nous envoyer un certain nombre de documents, et je pense par exemple aux familles d'enfants 10, quand vous souhaitez nous transmettre les comptes rendus d'orthophonie et décisions de CAPH, etc. Ça peut être de grosses enveloppes. L'affranchissement, il n'y en a pas, il est gratuit. Donc ça c'est important de le savoir, c'est un accord qu'on a conclu depuis l'an dernier. Vous trouverez l'adresse aussi sur le site internet du défenseur. Donc surtout n'hésitez pas. Quand on est saisi à peu près pour les droits de l'enfant un petit peu moins de 10% par des enfants. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que finalement 10% d'enfants de tous âges confondus, en général 11-12 ans pour les premiers, jusqu'à des jeunes adultes 17-18 ans qui nous saisissent. Ces saisines, elles ne passent pas par la recevabilité, par des conditions de recevabilité, elles nous sont remontées directement au pôle de défense des droits de l'enfant et c'est une situation qu'on traite bien évidemment en priorité. Alors, on a un certain nombre de pouvoirs d'instruction. On passe en général par des demandes d'informations auprès de ce qu'on appelle des mises en cause. Par exemple, des parents qui viennent nous voir pour nous dire que telle administration, par exemple l'école de leur enfant, ne met pas en place des aménagements qui ont été décidés si on se passe dans le champ du handicap, des aménagements du PDS ou du PAP. On va se retourner vers les établissements scolaires et vers l'autorité académique pour demander des éléments d'information. La réponse est obligatoire aux défenseurs des droits. Une entrave aux défenseurs des droits est pénalement réprimée. Donc il y a une amende si le mis en cause ne répond pas. On peut aller jusqu'à saisir un juge aussi pour obliger l'autorité ou la personne en question à nous répondre. On peut faire des auditions à travers des convocations au siège du défenseur des droits, donc des auditions. Et on peut, et ça fera l'objet de discussion dans le troisième temps d'intervention, et on peut présenter des observations en justice. Donc là, ce sont par exemple des parents qui vont contester, quelque chose que vous connaissez, des parents qui vont contester une décision de refus d'aménagement de l'autorité académique qui en l'espèce le service interacadémique d'examen et des concours, c'est-à-dire qui est l'autorité administrative qui ne fait pas d'aménagement d'examen. Donc vous avez ce papier qui est une décision administrative, et si vous n'êtes pas d'accord, vous la contestez. Donc vous allez devant un tribunal administratif pour faire annuler, on verra tout à l'heure pour les procédures d'urgence. Nous, on peut vous accompagner là-dedans, quand on est saisi suffisamment en amont, parce que il faut qu'on prépare les observations, etc. Mais on présente les observations, puis on peut aller devant le juge lui-même, présenter les observations. En général, alors les chiffres qu'on a, nous, c'est à peu près, les juridictions suivent la position du défenseur des droits à peu près à 90%. Ce qui donc est un élément de soutien déterminant si jamais vous envisagez d'aller devant un juge. Donc ça, on pourra naturellement en discuter. Alors, deuxième temps, ce que je voulais vous dire, les saisines qui concernent le handicap, et puis les saisines qui concernent les troubles du neurodéveloppement, et plus particulièrement les saisines concernant les enfants 10. Alors, le handicap en tant que critère de discrimination, donc on n'est que sur la discrimination, on n'est pas sur les autres droits d'enfant, que la discrimination, on est à peu près à 19%, c'est le deuxième critère de saisie du défenseur des droits, et quand vous ajoutez l'état de santé, on a plus de 31%, ce qui est le premier motif de saisie du défenseur des droits pour des discriminations. S'agissant du pôle dans lequel je travaille, défense des droits d'enfants, les saisines qui concernent le handicap, donc cette fois-ci, généralement, tous les aspects, je dis bien tous les aspects de la vie de l'enfant en situation de handicap, on peut avoir des difficultés d'accès aux soins, des difficultés de relation avec les établissements scolaires, avec les enseignants, des difficultés de relation avec les MDPH, des difficultés de relation avec les services départementaux, par exemple, de protection de l'enfance. Donc, les saisines qui concernent le handicap, on est à peu près à 14% des saisines du pôle, ce qui est plutôt conséquent, parce qu'on traite entre 1200 et 1300 saisines au pôle pour le village juriste. Donc comme je le disais, j'ai pour ma part à peu près 80% de mon portefeuille qui est en handicap, ce qui me permet d'avoir une idée, dont je vais vous présenter un petit peu par la suite, mais une idée de ce qui arrive aux défenseurs en matière d'atteinte aux droits de l'enfant en situation de handicap. Et c'est vrai qu'en très large majorité, les situations qui concernent le handicap ont trait à ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement,
Donc là-dedans, j'intègre naturellement bon, les troubles 10, mais aussi les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du comportement, les troubles de l'attention à l'hyperactivité. Donc les troubles du neurodéveloppement concernent une très très large majorité de nos saisines en matière de handicap. Ce qui est important à avoir en tête, hein, parce que ça veut dire une défense des droits spécifiques, mais aussi des politiques publiques généralement qui sont dédiées à ce type de difficultés et à ces situations. Alors, là vous voyez qu'on passe tout de suite à un PowerPoint que j'ai fait moi, hein, donc il est tout de suite beaucoup moins beau. Voilà, c'est pas très, c'est un peu plein comme slide, je vous prie d'en excuser. On parle souvent de lisibilité du droit et d'accessibilité du droit. Je suis totalement dans le champ avec cette slide parce que c'est pas du tout lisible. Donc j'essaie de vous le faire plus pédagogique à l'oral, mais en tout cas quelques éléments sur le PowerPoint. On avait décidé avec Madame Gros de centrer l'intervention sur le droit à l'éducation, le droit à la scolarisation de l'enfant, qui est effectivement le premier droit qui le saisine pour l'atteinte à un droit d'enfant en situation de handicap. Mais on aurait pu effectivement envisager nombre d'autres situations. Je pense notamment à la protection de l'enfance ou des difficultés d'accès aux soins. Alors, un petit point assez général, mais juridique sur le droit à l'éducation. C'est un petit peu jargonné, je m'en excuse, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire quand on a un temps d'échange s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, sur lesquelles je peux revenir. Bon, le droit à l'éducation, c'est un des droits fondamentaux les mieux protégés en droit français. C'est un des droits principaux des droits de l'enfant, protégé de longue date, à la fois international et européen, mais aussi en droit interne. Donc nous, quand on va dans des instructions, on va aller chercher tout ce qui est possible d'aller chercher en matière de texte qui protège les droits. Et j'entends par là que si on doit aller chercher la Convention internationale des droits de l'enfant, on ira la chercher. Si on doit aller chercher la Convention européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, on ira la chercher aussi. Et on va aussi beaucoup sur une convention qui touche particulièrement les enfants autistes, qui est la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées, qui est beaucoup moins connue parce que aussi beaucoup plus récente, mais qui protège aussi très largement les droits des enfants handicapés. Donc on ira chercher tous ces textes-là. Le droit fondamental à l'éducation de l'enfant handicapé, il est protégé dans le Code de l'éducation, ce qui veut dire un droit à la non-discrimination, notamment dans l'accès à l'éducation, et ce qui passe notamment par des obligations d'aménagement de scolarité. Donc ce droit des aménagements pour les enfants handicapés, il est protégé, il est frontispice du droit à l'éducation, dans les tout premiers articles. Et le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême en droit administratif, a bien dit que l'État avait une obligation, ce qu'on appelle une obligation de résultat. Donc ça veut dire que l'État doit tout mettre en œuvre pour que le droit à l'éducation inclusive de l'enfant en situation de handicap ait une réalité concrète et ne peut pas se cacher derrière, par exemple, un manque de moyens. Alors je pense à ça. Ça veut dire quoi concrètement dans votre quotidien? Ça veut dire un manque d'ABS, et je pense que certains parents dans l'amphi sont concernés par ça, un manque d'auxiliaires scolaire, des problèmes de prise en charge en ULIS. Par exemple, on sait que des ULIS TSLA concernent peut-être un peu plus les enfants 10 quand il y a encore des ULIS distingués. On a des problèmes, des listes d'attente très très longues. Et ça concerne aussi pour des situations avec une complexité plus importante. Je pense par exemple à des enfants qui sont orientés en IME, en institut médico-éducatif ou en ITEP, sans place disponible parce qu'il y a des listes d'attente très longues en IME et des enfants sans solution. Là, l'État est responsable pécuniairement. Alors, ces recours en responsabilité, on le verra un peu tout à l'heure, ils n'apporteront pas une place. Ils apporteront un dédommagement si la responsabilité est engagée, et par contre on peut avoir d'autres moyens d'action juridictionnelle pour demander à l'État de prendre en charge un enfant en ULIS, par exemple. J'y reviendrai. Alors je voulais vous dire aussi faire un autre point pour vous dire ce que signifie le droit des aménagements. J'y pense parce que trop souvent, malheureusement, on peut être dans des situations où vous avez une décision de la CDAPH qui va dire que votre enfant a droit à un accompagnement individuel avec un APSI, par exemple, si c'est un APSI, à par exemple 20 heures. L'autorité académique qui est chargée de la mettre en œuvre, cette décision, donc de recruter l'APS, va vous dire j'ai des preuves de recrutement, donc je peux vous proposer de 10 heures d'APS. Donc déjà, le droit en lui-même n'est pas garanti.
Et l'établissement scolaire derrière, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les saisines. L'établissement scolaire derrière va vous dire bah, moi en fait je vais scolariser votre enfant que ce soit le 10h où la BSI sera présente. Je suis quasiment certain que ça va résonner pour des situations par niveau. Ça, c'est donc totalement illégal. C'est totalement illégal parce que dès lors que la CDAPH et la DPH ne sont pas prononcées comme une scolarité à temps réduit, c'est une scolarisation à temps plein. Donc ça veut dire que si on a des aménagements qu'on appelle légaux, qui sont les ADS, ne peuvent pas être mis en place, et là on a des obligations qui reposent sur les établissements scolaires. Alors, ne jetons pas du tout la pierre, ça c'est pas du tout l'idée, parce que les enseignants manquent de formation, manquent de connaissances sur tous les trucs du neurodéveloppement, et c'est une responsabilité des pouvoirs publics et des académies d'accompagner les enseignants là-dessus. Mais on a une obligation de scolariser les enfants qui auraient besoin d'aménagement. Donc on distingue comme ça plusieurs catégories. C'est important que vous les ayez en tête pour bien pouvoir défendre les droits de vos enfants. Donc on a ce qu'on appelle des aménagements légaux, ce sont des aménagements qui passent par, lorsqu'il y a encore des reconnaissances du handicap au titre de la compensation par les MDPH, donc des aménagements légaux, ce sont des AVS, des ULIS par exemple. On a ce qu'on appelle des aménagements pédagogiques, ou des aménagements de droit commun. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame Gros, mais le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé. Ce sont aussi des aménagements des examens sur lesquels on va revenir, qui sont des aménagements de droit commun. Et on a ce qu'on appelle aussi des aménagements raisonnables. J'aimerais bien insister sur cette notion-là, que vous l'ayez en tête, parce que soit que les autres aménagements ne sont pas envisagés ou pas possibles, parce que la DPH dit que la situation de votre enfant ne relève pas de la compensation du handicap, mais de l'éducation nationale. Des aménagements raisonnables, c'est encore autre chose, c'est-à-dire tous des aménagements dans le quotidien de la vie de la classe de l'enfant. Donc ça, c'est protégé par la Convention internationale des droits des personnes handicapées et la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la Turquie l'an dernier pour un défaut d'aménagement. Donc là, ça veut dire qu'est-ce qui, dans le quotidien de la classe, permettra de scolariser l'enfant au maximum, dès lors que le coût de l'établissement n'est pas déraisonnable. Donc il faut justifier. L'établissement justifie que c'est vraiment impossible financièrement de le scolariser. Donc ça peut vouloir dire les SAS parce que le temps de concentration de l'enfant est compliqué ou il est fatigable assez rapidement. Donc ça veut dire par exemple lui permettre de faire des pauses plus souvent, au lieu d'aller en récréation parce que les interactions avec les autres enfants sont compliquées, ça peut vouloir dire aller dans une autre salle spécifique pour faire du baby-foot, si c'est possible. Donc tout ce qui est très concret dans le quotidien et qui permettront d'assurer l'éducation inclusive. Et donc c'est ça l'éducation inclusive, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des obligations juridiques, et j'ai plusieurs situations en tête qui permettraient de l'illustrer, et on est intervenu pour des jeunes qui allaient être exclus du système scolaire, notamment par les troubles du comportement, où on s'est rendu compte qu'il y avait jamais eu de bilan orthophonique ou de bilan en matière de troubles des apprentissages, et qui traduisait en réalité un trouble 10, et un travail avec l'établissement scolaire, par exemple on avait SAS en place, a permis à ce jeune que j'ai en tête de réussir brillamment ses examens, son année ses examens, de poursuivre sa scolarité. Donc, ne pensez pas toujours à LVDH ou PAP, on peut avoir encore plein d'autres choses très concrètes, mais qui sont juridiques, qui sont des conditions d'accès au droit. Alors, les recours, j'en parlerai un peu après pour les troubles 10, mais il existe des recours juridictionnels ou gracieux pour faire garantir vos droits. J'entends en dehors de la saisine du défenseur des droits, parce que nous, on intervient au niveau des administrations. Alors, s'agissant des troubles 10, votre sollicitation m'a permis, Madame Gros, d'essayer de catégoriser un petit peu les différents domaines dans lesquels on était saisi. Encore une fois, que pour le droit à l'éducation, et on pourrait aller sur d'autres aspects. Alors, j'ai été catégorisé, c'est un petit peu assez limite, comme toute catégorie, mais en trois grands points. Ce qu'on appelle un petit peu dans les zones grises, les flous, qui sont l'avant-diagnostic, l'avant-prise en charge. On a des difficultés qui sont rencontrées dans un contexte scolaire, parce que c'est vrai que l'école est l'espace de reconnaissance de difficultés. On voit des difficultés et on commence à avoir des
des contentieux, des désaccords entre les enseignants et l'école sur l'orientation qui est adaptée pour l'enfant. Et en réalité, ces situations, elles peuvent dégénérer malheureusement assez vite parce que l'enfant est passé au travers des mailles du filet, on n'a jamais eu le réflexe de faire des bilans de santé parce que les parents ne se sont pas rendus compte, parce que les profs ne sont eux-mêmes pas eu le réflexe de se poser cette question-là, et on se retrouve progressivement à des difficultés scolaires, des difficultés ensuite sur l'orientation scolaire, et parfois, malheureusement, et ça la FF10 nous avait alerté en 2015, et parfois aussi des situations qui peuvent conduire à des informations préoccupantes ou des signalements, c'est-à-dire sur des questions de soutien éducatif aux parents, d'accompagnement à la parentalité, qui arrivent souvent trop tard au terme de situations qui ont elles-mêmes ont dégénéré. Donc on a toutes ces situations-là qui sont extrêmement compliquées en amont. On a été formé, toute l'équipe du pôle défense par l'enfant au trouble du neurodéveloppement par un neuropédiatre que vous connaissez certainement, le docteur Germano à Robert Lebray, qui est venu nous former dans l'équipe pour nous aussi avoir ce réflexe-là dans les situations. Et se dire que quand on est alerté par un parent qui nous dit qu'il a des difficultés, effectivement c'est souvent la maman qui nous saisit, qu'elle a des difficultés à l'école avec son enfant, nous il faut qu'on ait le réflexe aussi dans les instructions de dire que certainement il y a des bilans qui n'ont pas été faits. Alors un autre gros bloc, qui sont les difficultés et les accords entre les parents et l'évaluation qui est faite par la MDPH. Ça c'est quelque chose. La FF10 nous a alerté, et d'autres associations aussi sur le liste nous ont alerté. Le déplacement progressif du champ du handicap au champ de l'éducation nationale. Donc ce sont ces décisions où la MDPH va vous dire votre enfant ne relève pas du champ de la compensation, il relève d'un PAP. Donc ça se manifeste à différents moments. Ça peut se manifester parce que jusqu'à présent vous aviez une prestation, donc une prestation de compensation du handicap ou une allocation d'éducation enfant handicapé. Et puis, en termes d'une réévaluation des besoins, alors soit le taux d'incapacité est modifié, soit au contraire on vous dit que la situation de handicap a évolué et que votre enfant n'en relève plus. Et donc le dossier au niveau de la MDPH est clôturé. Donc on est saisi là-dessus, on est saisi également de difficultés où les parents, ou la MDPH par exemple va vous dire votre enfant il ne relève pas d'un parcours de scolarisation adapté, mais en se basant sur ce qui relève de la compensation. Alors souvent on a des situations où on a des désaccords en se disant finalement peut-être qu'il n'a pas besoin de compensation d'une AEH par exemple, mais ça ne justifie pas le fait qu'il n'ait pas le droit à un parcours de scolarisation adapté dans le cadre d'un BTS. On est saisi beaucoup là-dessus, on est saisi aussi sur des orientations qui sont contestées, un parent qui demande un AVSI et qui a une orientation en ULIS, ou qui demande un ULIS et qui a un AVSI. Alors là, je tiens à vous dire tout de suite que sur ce point-là, le défenseur n'a pas de compétence. C'est-à-dire que dès lors que la CDAPH s'est prononcée, il vous appartient de la contester devant la MDPH elle-même dans le cas d'un recours gracieux, ou contentieux devant le tribunal contentieux de l'incapacité, qui va bientôt changer la rédaction. Mais là-dessus, vraiment, ça passe par des recours gracieux ou contentieux, le défenseur n'a pas de compétence sur ce point-là. Donc, normalement, la décision vous l'indique, une fois qu'on tourne. Donc, un ensemble de difficultés liées aux relations avec la MDPH. Un autre bloc, enfin, de difficultés pour la mise en œuvre des aménagements. Alors, soit il s'agit d'aménagements dans le cadre d'un PPS qui ne sont pas mis en place, donc là, ça veut dire pas d'AVSI, pas de liste, ou alors des AVSI mais pas sur la quantité d'heures qui est déterminée. Et aussi, et ça c'est quelque chose que vous rencontrez malheureusement, des difficultés d'aménagement non mis en place au niveau d'un PAP. Alors on a des difficultés et on a été alerté vraiment depuis 2 ans sur les défauts d'aménagement dans le cadre d'un PAP. La difficulté, c'est que le PAP est mis en place au niveau de l'éducation nationale, vous savez bien, ça passe par les accords du médecin, et ensuite on est purement éducation nationale. Donc on a un problème d'opposabilité de ces aménagements qui ne sont parfois définis de façon assez large, donc je vous invite à penser aussi le maximum à faire préciser les aménagements pour que nous, derrière, on a un levier d'action pour demander des comptes à l'établissement scolaire pour lequel vous nous dites que les aménagements ne sont pas mis en œuvre. Et l'idée là, c'est d'avoir le maximum de preuves.
Donc ça veut dire des photocopies détaillées des enfants, des agrandissements qui ne sont pas faits, des contrôles où les aménagements ne sont pas mis en place, des tiers-temps, des agrandissements, etc. Donc l'idée étant d'avoir un maximum de preuves de ces défauts d'aménagement. On a été saisi aussi assez récemment, et le médiateur d'éducation nationale l'a relayé dans son rapport cette année, de problématiques de défauts d'aménagement aux examens. Et donc là, on en vient, c'était le dernier temps, mais on a été saisi aussi de problématiques aux aménagements blancs. Donc ce sont des contrôles qui a un bac blanc, un brevet blanc. Et là, en toute honnêteté, on est très en difficulté sur ces questions-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'obligation à part des obligations d'aménagement, parce qu'autant on peut prévoir des obligations des aménagements au titre des examens finaux, du brevet ou du bac, pour l'enseignement général, mais aussi pareil pour l'enseignement technologique et professionnel, autant pour les examens, c'est une grosse difficulté, et sur lequel on est saisi, sur lequel je peux vous indiquer que je me suis battu avec un directeur d'établissement, pas physiquement, hein, mais en tout cas au terme de l'instruction, et on doit aller plus loin sur cette question-là pour que ce qui est donné dans l'année soit cohérent avec ce qui est donné à la fin pour tous les jours, et ce qui est donné à la fin soit aussi cohérent avec ce qui est fait dans les examens. Ça, on a une difficulté là-dessus. Alors, les aménagements des examens, je vous propose d'y venir dans un dernier temps de présentation, et qui a fait l'objet d'un travail particulier avec la FP10, mais aussi AP10. Donc, les problématiques d'aménagement des examens. Alors, vous dire que si vous décidez de nous saisir, saisissez-nous le plus en amont possible. Alors, on a été, ce qui nous a permis d'utiliser un des pouvoirs du défenseur, mais on a été conduit au terme d'une saisine à présenter des observations dans le cadre d'une audience devant un tribunal administratif. Alors, la procédure, vous la connaissez, ou vous allez la connaître si vos enfants sont en âge de demander des aménagements. Alors, rappelez-vous qu'un aménagement, par exemple, dans l'année, une dispense de cours, ne donne pas le droit à une dispense d'examen. Donc gardez-le en tête, hein, parce que malheureusement, parfois, on a des situations où les parents ne pensent pas à faire la demande, et ne sont pas accompagnés, hein, de faire la demande de dispense d'examen finaux, alors qu'ils se retrouvent à passer une langue à l'examen final, alors que dans l'année, leur enfant n'a pas passé la matière. Donc rappelez-vous bien hein, que c'est pas parce qu'on a l'un qu'on va avoir l'autre. Donc la procédure de demande d'aménagement de l'examen, et je pense que là on se situe au niveau du diplôme national du brevet, vous faites une demande dans les temps d'inscription d'examen au niveau de l'autorité académique, au niveau du siècle, donc en transférant un dossier au médecin qu'on appelle un médecin désigné par la CDAPH. Le médecin désigné par la CDAPH va donner un avis qui va transmettre à l'autorité académique. Et l'autorité académique, donc c'est juste un avis, va prendre une décision au regard de cet avis du médecin désigné par la CDAPH, mais aussi au niveau du dossier que vous aurez vous fourni au niveau de l'académie. Ce qui veut dire, ce qui permet de vous dire d'essayer de faire en sorte, quand c'est possible, d'avoir les bilans les plus précis possibles, les plus à jour possibles. Et alors je sais bien que du coup la présentation qu'on a eue ce matin, au moment qu'il y a les difficultés et les renoncements d'accès aux soins orthophoniques, ça peut être excessivement compliqué d'avoir des bilans orthophoniques à jour et plus récents que 2 ans. Je le sais bien. C'est pour ça que si essayez de faire le plus en amont possible avec votre praticien, ou alors en amenant un ensemble d'éléments de preuve qui ne sont pas que des bilans orthophoniques, mais ça peut être des bulletins scolaires, naturellement, ce sont le PAP s'il y a un PAP, un PPRE s'il y a un plan de réussite éducative, un PPS, etc., mais aussi des attestations de l'ensemble des professeurs qui justifient qu'il y a un trouble réel et sérieux, et que ce trouble réel et sérieux doit conduire à des aménagements. Donc le plus complet possible. Donc cette autorité académique, elle va prendre sa décision. Et on a été saisi à de nombreuses reprises dans les derniers mois d'une autorité académique qui va dire aux parents, eh bien désolé, votre enfant, alors même qu'il a eu un PAP, ou alors même qu'il a eu des aménagements et qu'il a une situation de troubles d'apprentissage reconnue, n'aura pas droit à des aménagements à son brevet ou à son baccalauréat, parce que le médecin de la CDAPH a dit que ça ne relevait pas du handicap. Alors on s'arrête un petit peu. Et moi, je me souviens la première fois que j'ai lu ces décisions-là, j'ai été soufflé, c'est ubuesque parce que,
on ne peut pas vous dire à ce moment-là ça ne relève pas du handicap, alors même qu'on vous a dit 1 an et demi avant que votre enfant ne relève pas la compensation du handicap de la MDPH. Donc on vous a dit, bah non, soit c'est fini au niveau de la MDPH, il faut aller vers l'éducation nationale, soit on vous oriente tout de suite vers l'éducation nationale au niveau d'un PAP. Sauf que bah, y a des aménagements qui se font sur parfois plusieurs années, et au moment des aménagements d'examen qui sont déterminants, hein, donc quand on connaît le stress et le poids qu'on fait porter en plus aux enfants de plus en plus récemment sur la réussite aux examens, vous vous retrouvez souvent 2-3 semaines avant les examens à avoir une décision négative en vous disant que bah, on ne relève pas du champ de handicap. Alors ça, on s'est battu là aussi devant le tribunal administratif en question, en rappelant que le médecin désigné par la CDAPH, le médecin ne donnait qu'un avis, et qu'en aucun cas il ne pouvait évaluer une situation de handicap au regard de ce qu'il fait au niveau de la MDPH. Donc quand on parle de compensation d'AEH, on est sur quelque chose de totalement différent hein, en termes d'aménagement de ce qui se passe au niveau des examens. Donc on disait que ce n'était pas possible de limiter parce qu'un handicap ne serait pas suffisant ou un taux d'incapacité qui ne serait pas suffisant, ça n'a absolument rien à voir. Donc on a présenté ces observations devant le tribunal administratif en disant d'une part que ça, ce n'était pas possible, allié par cet avis-là, mais en rappelant aussi, et ça c'est très important pour une question d'accès au droit, de recours et de contestation, que les parents ont le droit de savoir pourquoi est-ce que les aménagements ne sont pas donnés. Et on a constaté que trop souvent, ces administrations vont vous dire bah non, il n'y a pas le droit d'aménagement, point, et sans vous expliquer pourquoi. Sauf que vous avez apporté des éléments qui montraient qu'il y avait un trouble réel et sérieux qui devait nécessiter des aménagements. Donc ça veut dire que là, l'autorité académique a l'obligation de se motiver pourquoi est-ce qu'ils ont décidé qu'il ne devait pas y avoir d'aménagement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une obligation de motivation, surtout quand elle est négative, cette décision-là. Donc là, on a présenté ces observations-là, je vais la retrouver en ligne, hein, je vous ai mis la référence, c'est la décision numéro 2017-165. Donc on a présenté ces observations, j'avais été également présenter les observations devant le juge administratif, donc en présentiel, et en présence des parents qui sont dans l'amphithéâtre et que je salue bien chaleureusement. Le juge administratif, c'était une très bonne nouvelle, nous avait suivi, et avait suspendu, alors au niveau du tribunal administratif, avait suspendu la décision. Alors malheureusement, dans cette affaire-là, il s'agit d'un référé suspension, donc la décision a uniquement été suspendue, mais vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un référé liberté, donc c'est une procédure d'urgence. Donc là, le juge est obligé de vous entendre dans les 48 heures du dépôt. Moi, ce que je vous conseille dans ces situations-là, surtout que souvent vous vous retrouvez à avoir des décisions négatives, quand c'est une décision négative, quelques semaines avant les examens, ce qui veut dire que vous n'avez pas le temps de vous retourner vers l'autorité académique, vers le siège. Donc le recours gracieux est souvent fermé ici. Moi, ce que je vous conseille dans ces situations-là, c'est de le faire le plus, à ce moment-là, dans les quelques jours qui suivent, à la fois un référé de liberté, d'abord. Donc c'est un référé où vous devez justifier qu'il y a une urgence, mais ça, l'examen arrive, donc l'urgence se sentant assez aisément. Et aussi qu'il y a une atteinte à un droit à la liberté. Et là, je vous l'ai donné dans la slide précédente, hein, c'était le droit à avoir des aménagements, le droit à l'éducation avec des aménagements. Donc vous faites un référé liberté qui est audiencé dans les 48 heures, et vous faites aussi un référé suspension, qui lui, vous devez démontrer dans les conditions de ce référé-là une urgence, un peu de la même manière, mais aussi vous devez démontrer qu'on a un soupçon d'illégalité de la décision. Et je vous l'ai dit, le défaut de motivation, c'est-à-dire que l'autorité académique vous a rien dit, ce défaut de motivation est un soupçon très important quant à la légalité de la décision. Donc vous faites comme ça un référé liberté, un référé suspension, et en vous le disant, je sais aussi que c'est très très compliqué de faire ça parce que le droit c'est très compliqué, c'est très peu lisible, donc il faut être accompagné par des associations, la FFI vous accompagne là-dedans. On a un travail aussi en partenariat pour faciliter le réflexe d'avoir recours au juge. Alors c'est pas satisfaisant d'avoir recours à un juge, on aimerait bien passer autrement, mais parfois c'est la seule possibilité. Donc c'est très contraignant. Je vous rappelle que vous n'avez pas l'obligation d'être accompagné par un avocat pour ces procédures-là. Donc c'est gratuit et vous n'êtes pas obligé de passer par un avocat, même si ça peut être effectivement une aide déterminante, vous n'êtes pas obligé et vous pouvez vous retourner vers nous et on saura vous donner les informations importantes et vous accompagner dans le cadre de l'audience devant le juge.
Donc, le plus tôt possible. Écoutez, je vais vous dire que, et ce sera un dernier mot de conclusion, vous dire qu'on est mobilisé sur cette question des aménagements de l'examen et que le nombre de situations fait qu'on va se retourner, et l'instruction est en cours, vers ces autorités académiques pour travailler en partenariat avec elles, pour faire en sorte que les besoins des enfants, notamment des enfants 10, soient évalués et qu'il n'y ait pas d'inégalité dans l'accès aux droits et pour leur permettre d'avoir des aménagements lorsqu'ils sont justifiés par la situation. Voilà assez rapidement ce que je pouvais vous dire. Et puis voilà, les questions.